Bonjour et bienvenue. L'année 2026 s'ouvre sur une série de secousses qui ébranlent vraiment les fondations de l'ordre mondial. Oui, on a l'impression d'assister à une forme de réalignement global. Exactement. Et aujourd'hui, on va essayer de suivre les ondes de choc d'une crise majeure. Ça part du Groenland, ça va jusqu'à Bruxelles. Le but, c'est de comprendre si le monde est en train de se redessiner sous nos yeux. Une analyse qui vous est d'ailleurs proposée par ProWave AI et entièrement produite par Stylo News, l'application d'information qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Alors, commençons par le point le plus chaud, le plus spectaculaire, la crise du Groenland. L'administration américaine a, on peut le dire, clairement réitéré son intérêt pour ce territoire. Oui, mais le ton a radicalement changé. On est passé de l'offre d'achat, qui avait été jugée absurde il y a quelques années, à une menace à peine voilée. Une menace. Ben oui. D'après nos sources, le président américain Donald Trump a ordonné à ses forces spéciales de préparer des plans d'urgence, des plans pour une éventuelle prise de contrôle militaire du Groenland. Une prise de contrôle militaire. La justification, c'est quoi? La justification officielle, c'est la sécurité nationale. C'est une escalade dramatique. Pour comprendre pourquoi le Groenland est soudainement au cœur d'une telle tension, il faut sans doute regarder un peu plus sonore, vers l'Arctique. Exactement. L'Arctique est en pleine transformation. Le réchauffement climatique y ouvre de nouvelles routes maritimes, beaucoup plus courtes. Ce qui redessine les cartes du commerce mondial. Voilà. Et surtout, la fonte des glaces donne accès à d'immenses ressources naturelles. Du pétrole, du gaz, et puis bien sûr les fameuses terres rares. Des métaux qui sont essentiels pour toute notre technologie, Justement. de nos smartphones au système de guidage des missiles. Et, évidemment, les États-Unis ne sont pas les seuls à s'en être rendus compte. La Russie et la Chine sont déjà très présentes dans la région, n'est-ce pas, hein? Très présentes et de plus en plus coordonnées. On a observé des patrouilles navales conjointes russo-chinoises près des côtes de l'Alaska, du Canada. Ce qui est une source d'inquiétude pour l'OTAN. Pour l'OTAN, c'est un changement stratégique majeur. La région, qui était autrefois une barrière de glace, est devenue une potentielle ligne de front. Et le Groenland, par sa position, c'est la clé de voûte pour contrôler cet espace. Un porte-avions insubmersible en quelque sorte. C'est comme ça que Washington le voit, oui. Essentiel à sa sécurité. Et face à cette menace américaine, la réaction du Danemark et donc de l'Europe a été, pour le moins, Virulente. c'est le moins qu'on puisse dire, oui. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a utilisé des mots extrêmement forts. Qu'a-t-elle dit exactement? Elle a déclaré qu'une action militaire américaine mettrait purement et simplement fin à l'OTAN et à tout l'ordre sécuritaire bâti après 1945. Ce n'est pas une simple protestation diplomatique, là. Non, c'est un avertissement existentiel. Et elle n'est pas seule. Le soutien européen a été unanime, de Londres à Varsovie en passant par Paris et Berlin. Mais est-ce que ce soutien est vraiment solide? On sait que l'unité européenne est parfois fragile. C'est une excellente question. Pour l'instant, l'unité tient. Elle tient parce que la menace est perçue comme fondamentale. Toucher à la souveraineté d'un membre de l'UE et de l'OTAN, c'est une ligne rouge absolue. D'accord. Mais le vrai problème, c'est que cette crise révèle une faille béante dans l'architecture même de l'Alliance Atlantique. Vous parlez de l'article 5, la clause de défense collective. Précisément. L'article 5, c'est le cœur de l'OTAN. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Sauf qu'il a été écrit en pensant à une menace extérieure. Comme l'Union soviétique. Voilà, personne n'a jamais imaginé un scénario où l'agresseur potentiel serait le leader même de l'Alliance. Le mode d'emploi n'existe pas pour ça. C'est une crise constitutionnelle pour l'OTAN. Et il me semble que même aux États-Unis, ce plan ne fait pas l'unanimité. Loin de là. C'est un point crucial qui ressort de nos sources. Les chefs d'état-major interarmés américains se seraient fermement opposés au plan. Pour quelle raison? Ils le jugent illégal au regard du droit international et peut-être même du droit américain. Ça montre une fracture profonde au sein de l'appareil sécuritaire américain. D'accord. Et puis tout ça s'inscrit dans une remise en cause plus large de l'OTAN par le président américain qui a menacé plusieurs fois de se retirer de l'Alliance. Pour des raisons financières, c'est ça, hein? C'est ce qu'il dit, oui. Il accuse les Européens de ne pas payer leur part. En fait, la crise du Groenland, c'est le symptôme spectaculaire d'une maladie qui ronge l'Alliance de l'intérieur. Donc, pendant que l'OTAN fait face à cette crise interne, sa plus grande confrontation externe, la guerre en Ukraine, entre elle aussi dans une nouvelle phase. Oui, une phase peut-être décisive. Après presque 4 ans de guerre, des pourparlers directs ont eu lieu.
en Floride, entre le président Zelensky et le président Trump. Oui, et fait notable, ces discussions ont été précédées d'une coordination étroite avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Ce qui montre que l'Alliance reste un acteur clé, malgré tout. Pour l'instant, oui, elle reste incontournable sur ce dossier. Le président Zelensky a parlé d'un accord complété à 90%. Ça semble optimiste, mais j'imagine que les 10% restants sont les plus difficiles. Ils sont le nœud gordien du conflit, ces 10%. Eh bien, ils concernent les concessions territoriales. Et ça, politiquement, c'est explosif à Kiev. Exactement. Après des années de guerre, des centaines de milliers de victimes, ce serait extrêmement difficile à faire accepter à la population. Surtout que la position russe, elle, ne semble pas très flexible. Non, au contraire. Vladimir Poutine semble jouer la montre. C'est-à-dire? L'analyse qui prévaut, c'est qu'il est prêt à prolonger le conflit au moins jusqu'en 2029. La stratégie, ce serait de parier sur un épuisement de l'aide occidentale, une lassitude générale. Et pour maintenir la pression, les attaques continuent? Oui, elles se sont même intensifiées ces dernières semaines, sur Kiev et d'autres grandes villes. C'est une façon de négocier tout en continuant de frapper, pour montrer qu'il n'est pas pressé. Et la société ukrainienne, comment vit-elle cette situation après 4 ans de guerre? Le moral tient toujours? C'est un point fondamental. La fatigue de la guerre est immense, c'est certain, mais ce que montrent les sondages est fascinant. Qu'est-ce qu'ils disent? On observe une baisse notable de la confiance de la population envers les États-Unis et l'OTAN. Les tensions transatlantiques ont laissé des traces. D'accord. Par contre, et c'est là toute la nuance, la confiance envers l'Europe en tant que partenaire, elle, reste à un niveau très élevé. Il y a une distinction qui est faite. Oui, une distinction de plus en plus nette entre l'allié américain, jugé imprévisible, et le voisin européen, jugé plus fiable sur le long terme. C'est une transition parfaite. Pression de l'Ouest avec un allié américain menaçant, pression de l'Est avec la Russie. Tout ça force l'Europe à se regarder dans le miroir. Et c'est là qu'un terme, autrefois un peu technique, est maintenant sur toutes les lèvres. L'autonomie stratégique. Exactement. Ce n'est plus un concept, c'est devenu une feuille de route dictée par la nécessité. Et ça se traduit par des décisions très concrètes. Comme dans le domaine spatial, par exemple. Oui, prenons le spatial. L'Europe, et surtout l'Allemagne, met le pied sur l'accélérateur. Ça nous dit. Ça nous dit que c'est un séisme stratégique pour l'Allemagne. C'est l'acte de naissance d'une nouvelle ambition. C'est Berlin qui annonce la fin de 80 ans de dépendance quasi totale vis-à-vis de Washington pour sa sécurité. Avec l'objectif de dépasser la France. L'objectif affiché, oui, est de devenir la première puissance spatiale militaire en Europe. Ils veulent construire leur propre vision de la sécurité. Et il y a des projets concrets, comme cette initiative Bouclier spatial ou Space Shield? C'est quoi? Le Space Shield vise à protéger les infrastructures vitales de l'Europe dans l'espace. Les satellites Galileo, par exemple. Contre quelle menace? Le brouillage, les cyberattaques, les missiles antisatellites. Et en parallèle, l'UE développe ses propres constellations de satellites de renseignement, de surveillance, ce qu'on appelle ISR. En clair, avoir ses propres yeux et ses propres oreilles en orbite. Voilà, pour ne plus dépendre de manière critique des informations américaines. Et cette quête d'autonomie, elle ne se limite pas à l'espace, imagine. Non, elle irrigue tous les domaines. En France, on voit le débat sur une sortie du commandement intégré de l'OTAN qui refait surface. Un peu comme l'avait fait de Gaulle. Exactement. Et plus largement, beaucoup de membres européens de l'OTAN s'engagent à porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB d'ici 2035. Un chiffre qui aurait paru fou il y a 5 ans. Et l'économie dans tout ça. L'autonomie ne peut pas être que militaire, n'est-ce pas? Vous avez raison, c'est le troisième pilier. Le pivot de l'Allemagne est, là encore, très révélateur. La première visite en Asie du nouveau chancelier, Friedrich Merz, N'a pas été pour la Chine. non, mais pour l'Inde. C'est un signal très fort. L'objectif est de diversifier les partenariats, de réduire la dépendance excessive vis-à-vis de Pékin. Il s'agit de bâtir une résilience économique. D'accord. Alors, projetons-nous un peu. Avec toutes ces plaques tectoniques qui bougent, quels sont les prochains développements à suivre? Il y a plusieurs échéances critiques. D'abord, aux États-Unis. La politique de retrait mondial semble se confirmer. Avec le retrait de 66 organisations internationales? Oui. Et dans ce contexte, les élections de mi-mandat, en novembre 2026, seront un test majeur pour l'administration en place. Et de notre côté de l'Atlantique, en Europe? L'Europe aura aussi ses propres tests démocratiques, avec des élections en Allemagne et en France en 2026. Ce sera crucial pour voir si la vague populiste continue de monter. On voit ça en Espagne avec le parti Vox. Justement. Et sur le plan économique, on a ce mois-ci l'adoption de l'euro par la Bulgarie, qui se fait dans un climat de forte opposition interne. Ça illustre bien les tensions qui parcourent l'Union. Pendant ce temps, que peut-on attendre du duo Russie-Chine?
On peut s'attendre à un renforcement de leur coopération, notamment dans l'Arctique, où leurs intérêts convergent. Et la Chine en particulier? La Chine pourrait être tentée de profiter de la tension qui est focalisée sur l'Europe pour durcir sa stratégie sur Taïwan. Ça reste le point de friction le plus dangereux. Ce qui nous ramène pour finir à l'OTAN. L'institution est au cœur de la tourmente. Quel est son avenir? Les prochains sommets de l'Alliance seront absolument décisifs. L'OTAN va devoir répondre à des questions existentielles. Comment restaurer la cohésion? Quelle stratégie en Arctique? L'avenir même de l'Alliance, dans sa forme actuelle, se joue sans doute dans les mois qui viennent. Nous arrivons au terme de cette analyse. Il est important de préciser que l'ensemble de ce briefing a été généré grâce à la technologie de Stylo News. Oui, l'application nous a permis de synthétiser des informations de plus de 250 sources, traditionnelles et médias sociaux, et l'IA a identifié pour nous les tendances et les décideurs clés. C'est un outil vraiment puissant. Et la question qui reste, au-delà des faits, c'est peut-être la suivante. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un monde vraiment multipolaire, avec un pôle européen autonome, ou simplement à l'effondrement chaotique de l'ancien ordre? C'est une excellente question pour conclure. C'est sans doute ce que l'histoire retiendra de cette période. Une pensée profonde, en effet. Pour celles et ceux qui souhaiteraient explorer ces sujets ou créer leurs propres briefings, on vous invite à essayer Stylo News. Vous pouvez télécharger l'application mobile ou vous inscrire sur ordinateur. L'adresse, c'est www.stylonews.com. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour de futures analyses et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.